Bonjour à tous et bienvenue dans le Wibilicast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'Aigle. Je suis l'O3. Et je suis Linkat. Et ceci est le Wibilicast numéro 10, l'envahissement. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la troisième histoire de la saison 6 de la série classique de Doctor Who, The Invasion. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce podcast ce mois-ci, nous aurons le résumé habituel par l'O3, je vous parlerai de l'équipe de production et du casting, le dossier d'épisode sera sur en quoi The Invasion nous donne un aperçu de l'avenir de la série, et bien plus encore par l'Aigle, les anecdotes nous seront servies par Linkat, l'Aigle nous parlera des paramédias et en particulier dans cet épisode du Webcast sur une unit et ce sera la première partie d'un dossier qui sera développé sur plusieurs épisodes. Et nous aurons pour finir l'avis des différents intervenants de ce podcast sur l'histoire. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team. Sans plus attendre, laissons-nous envahir. Tout à fait, Nopo. Je suis ici à New York au siège des Nations Unies où le directeur général de UNIT s'apprête à faire un discours pour revenir sur les événements qui ont lieu ces 3 dernières semaines et l'invasion extraterrestre qui a échoué. Je vous laisse avec son discours. Chers membres des Nations Unies, je me tiens aujourd'hui devant vous pour annoncer qu'une tentative d'invasion extraterrestre a eu lieu et qu'elle fut repoussée par les efforts combinés de UNIT et de l'humanité tout entière. Ou presque. Car je me tiens aussi devant vous pour rappeler que cette invasion n'a pu être possible que grâce à la trahison d'un homme, Monsieur Vaughn. Directeur général de Electronic International, homme de science, ingénieur, businessman et génie devenu savant fou. En effet, cela faisait des mois que UNIT gardait un œil sur lui, car il était suspecté d'avoir enlevé des scientifiques, dont le professeur Watkins, qu'il faisait travailler contre son gré. Certains de nos soldats ont perdu la vie en tentant d'infiltrer l'organisation de Monsieur Vaughn. D'autres ont même sombré dans la folie après avoir passé des heures à tenter de joindre Monsieur Vaughn via le répondeur automatique de Electronic International. Mais, faisant fi du danger, un agent d'UNIT infiltré, nom de code Docteur, a réussi à découvrir le plan de Vaughn. Ce dernier avait réussi à introduire ses appareils électroniques dans chaque foyer de notre monde. Hélas, tous ces appareils contenaient un dispositif hypnotique qui a permis aux Cybermen de contrôler toute l'humanité. Toutes? Non, car quelque part dans Londres, dans un petit quartier général d'UNIT, un groupe d'irréductibles soldats résista encore et toujours à l'envahisseur alien. Ceux-là même qui avaient affronté les Yétis 4 ans plus tôt avaient repris les armes, dirigés par le même brigadier. Leur but? Chasser les Cybermen de notre planète, qui étaient sortis par centaines des égouts et déjouer le plan de Vaughn. Ils commencèrent par détruire la machine infernale de Vaughn, le répondeur automatique, qui ne résista pas longtemps aux coups d'algo lancés en rythme par les soldats de UNIT. Encore une destruction par l'algorithme. Effondré par la destruction de sa machine, Vaughn quitta Londres et prépara l'invasion des Cybermen. S'engagea alors une course-poursuite entre Vaughn, les Cybermen et les soldats de UNIT. Rentranché dans les bâtiments de son entreprise, traqué par UNIT et trahi par les Cybermen, Vaughn mourra en aidant UNIT à contre-attaquer. Ses derniers mots furent « Je ne fais pas ça par amour de l'humanité, je le fais par haine des Cybermen !» C'était le dernier vestige d'humanité d'un homme déjà robotisé. Grâce à son sacrifice, nous avons obtenu une arme fabriquée par le professeur Watkins. Cette arme était capable de tuer les Cybermen à coups de bons sentiments, ce qui mit fin à l'assaut au sol. Mais le vaisseau de nos ennemis était toujours en orbite et représentait encore une menace. Il était prêt à nous bombarder depuis l'espace. C'est alors que la Russie est intervenue, en nous permettant d'avoir accès à leurs missiles. Malheureusement, nous n'en avions pas assez. Pour détruire toute la flotte de vaisseaux ennemis, nous en fallait plus. Heureusement, nous avons contourné le problème
Et le mérite en revient entièrement à un agent de UNIT, nom de code Zoé, qui a effectué les calculs pour créer des réactions en chaîne et détruire toute l'armada ennemie avec un nombre réduit de missiles. Je me tiens aussi devant vous pour témoigner de ma fierté, car je suis fier d'avoir eu sous mon commandement des hommes aussi valeureux que l'agent Docteur, l'agent Zoé, le brigadier, l'agent Brenton, l'agent Yates et tous les autres. Et enfin, je me tiens devant vous pour profiter de cette tribune, pour adresser un message à tous les extraterrestres belliqueux de la galaxie. Oh, il y en a tellement. Ils ont été si nombreux. Vous avez été si nombreux à tenter de nous asservir ou de nous détruire. Mais nous avons fait face et nous sommes toujours là. Pourquoi ? Car nous vous avons traqué dans les métros, nous vous avons traqué dans les égouts, nous vous avons traqué dans les airs par hélicoptère et par kayak sur les mers. S'il le faut, nous le referons encore. Que ce soit dans les rues des grandes villes ou dans les petits villages, qu'importe le paysage, vous nous trouverez toujours sur votre passage. L'arme au poing, prêt à tirer pour défendre notre liberté. Car jamais l'humanité ne disparaîtra silencieusement dans la nuit tant que UNIT sera de la partie. Le message est clair, cette planète est protégée. Alors, avant de nous attaquer, posez-vous une question. Est-ce que vous croyez que vous êtes meilleur que ceux qui ont déjà essayé ? Êtes-vous capable de nous vaincre ? Car, moi, si je devais croire en une seule chose, cette chose, ce serait UNIT. Merci. Bravo. Bravo Henri. Où est-ce qu'on signe pour s'engager ? Ah, mais UNIT offre des places de scientifiques en ce moment, donc si vous êtes jeune, belle, que votre nom commence par chaud, n'hésitez pas. Ok. Bon, bah du coup, après ce résumé flamboyant, je vais vous parler du coup de l'équipe de production. C'est parti. Qui a permis de mettre en image cette superbe histoire. Alors, commençons par le scénariste. Le scénariste s'appelle donc Derek Sherwin. Il était story editor sur Web of Fear et Mindrobber. Puis il est passé assistant producteur pour les 3 prochaines saisons. Et exceptionnellement, il est redevenu story editor sur une histoire de cette saison dont je ne vais pas vous dévoiler laquelle. Il a produit 2 histoires deux histoires donc, et c'est lui qui a été crédité pour plusieurs choses importantes dans le lore Doctor Who. Et c'est lui qui a ajouté le tournevis sonique dans le script de Victor Pemberton dans Fury from the Deep, dont en quelque sorte on peut lui attribuer la création du tournevis sonique. Même si ça sert vraiment à pas grand chose, que c'est vraiment une figuration de 5 secondes. Non, mais ça servait à tourner des vis, je veux dire, à l'époque. Oui, mais tout ça sert toujours à tourner des vis, arrête, on te l'a déjà expliqué l'autre fois. Il a également crédité pour la création des Time Lords, qu'on verra plus tard, je ne vais pas vous dire quand. Et c'est lui qui a décidé du destin du Docteur à la fin de cette saison. Et c'est dans cette optique qu'il a créé UNIT dans cette histoire, pour préparer en fait ce changement de statu quo à la fin de la saison. Il a été également impliqué dans la section de l'acteur qui jouera le 3e Docteur. Évidemment. Il a fait plusieurs caméos. Il a joué un agent d'UNIT dans cette histoire. Il a aussi fait un caméo dans la première histoire de la saison 7. De ce que j'ai compris, il y avait un acteur qui jouait donc un agent d'UNIT qui était un chauffeur, et quand il a vu que ce mec était incapable de jouer, il a pris sa place, et c'est pour ça qu'il est dans cet épisode. Sherwin va quitter Doctor Who à la fin de la saison, après cette première histoire de la saison 7. Il refera parler de lui plus tard, car il va proposer de reprendre la série en main à 2 occasions, lorsque la série était menacée d'annulation en 85 et lorsqu'elle a été effectivement annulée en 89. Il était marié à une certaine Jen Sherwin qui jouera dans une autre histoire de cette saison, donc un rôle dont je vous parlerai plus tard. Comme vous avez pu le voir sans doute au crédit de cette histoire, il est marqué donc que c'est le scénario est de Derek Sherwin, mais il est marqué que c'est basé sur une histoire de Keith Pedler. Donc Keith Pedler, il a aussi écrit The Tenth Planet. C'est l'inventeur des Cybermen, tout simplement. Et Tom of Herman, c'est un peu le spécialiste des Cybermen. Et donc si vous voulez en savoir plus sur lui, reportez-vous à l'épisode 1 du Weeblycast pour avoir donc plus d'informations. The Tomb of the Cybermen. La sépulture des hommes cybernétiques, si vous la cherchez. Exactement. En termes de réalisation, donc c'est Douglas Camfield qui a réalisé plusieurs épisodes de Doctor Who, The Crusade, The Time Meddler, Dalek's Masterplan, Web of Fear. Retenez bien qu'il a réalisé Dalek's Masterplan parce que je vais en parler beaucoup après. D'accord. On en parle on parle de Douglas Camfield dans l'épisode 5 du Weeblycast.
sur l'épisode qui était sur The Web of Fear. Alors, en termes de casting maintenant, je vais vous parler un petit peu des acteurs qui ont joué dans cette histoire. Je ne vais pas vous parler des acteurs que vous connaissez déjà, en particulier le brigadier, tout ça. On en a parlé dans un autre épisode. On va commencer par le professeur Watkins, donc, qui est joué par Edward Burnham. Il va revenir en saison 12. Et il était, petite anecdote intéressante, je ne sais pas, rigolote, je ne sais pas, mais en tout cas, à son décès en 2015, était le second plus vieil acteur ayant joué Doctor Who. La personne la plus âgée avait 101 ans lorsqu'elle est décédée, et on en parlera plus tard dans cette saison. Non, à la saison prochaine. Autre actrice, donc Isabel Watkins, la nièce photographe mannequin. Oui. Donc elle est jouée par Sally Faulkner. Elle a joué dans un film qui s'appelle The Body Stealers, qui est un film de essai de 69. Bah oui. Que je me suis un peu renseigné dessus, ça a l'air génial. Genre, il faut que je le voie. Apparemment, il y a plusieurs autres acteurs britanniques qui ont joué dedans. Moi aussi, je vais le regarder, je pense. Elle a participé à quelques comédies donc, de ce qui s'appelle la British Sexploitation. Donc, ce sont des années 70. Donc, ce sont des sortes de comédies un peu sexy. Donc, dont des épisodes comme le Confessions of a Driving Instructor. Où elle a également joué dans des films de série B comme Vampire ou Jaguar Lives. Donc ce sont des films de karaté ou des films de vampires. Bon, c'est une carrière intéressante. Et elle a également joué fait la voix dans 2 épisodes de Big Finish, 2 histoires de Big Finish, Winter for the Adept et Secret of Cassandra. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose. Winter for the Adept, oui, c'est un des tout premiers épisodes du Main Range avec le 5e Docteur. Et oui, non, effectivement, donc ça veut dire qu'elle a participé vraiment au tout début de Big Finish, à l'époque où ils n'étaient pas diversifiés partout, donc dans les premiers épisodes du Main Range. Et t'as dit quel autre épisode ? The Secret of Cassandra. Alors celui-là, il me parle moins, donc je sais pas. Winter for the Adept, je sais, je crois que c'est vraiment le 12e, à moins que ce soit... peut-être avant le 10e. Non, je crois que c'est le 4e ou le 5e, c'est Winter for the Adept. Ouais, c'est possible. Et c'est possible. Un des tout premiers, et il est vraiment très très chouette, je le conseille. Moi, c'est un que j'ai beaucoup aimé. Ne serait-ce que vraiment pour voir le 2000, docteur affronter des mammouths zombies, ça vaut la peine. Ah, ok. Mais est-ce qu'elle doublait un mammouth zombie ? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez renseigné. Tobias Vaughn, donc le grand méchant, joué par Kevin Stoney. Donc c'était un acteur qui a été extrêmement prolifique à la télévision de ces années-là. Vous l'avez déjà vu, puisqu'elle a joué dans Dalek Masterplan. Première mention de cette histoire, ce n'est pas la dernière. Il joue Malvik Chen, donc c'est l'humain, je ne sais pas s'il est vraiment humain, qui complotait avec les Daleks. Le mec qui vous voyez qui c'est ? Vous voyez de qui je parle ? Ouais, Malvik Chen, tout à fait, c'est le méchant de Dalek Masterplan. Mais il est à moitié cyborg en fait. Déjà dans Dalek Masterplan, il est à moitié cyborg ? Ah non, excuse-moi. Non, c'est pas le même personnage, mais c'est... Non, il me semble qu'il meurt dans Malvik Chen. Mais je sais pas s'il est humain dans Dalek Masterplan, c'est ça ma question. Si, il me semble que si, Oui, il me semble qu'il fait partie de la fédération, machin truc. Okay. Humanoïde en tout cas. Et il revient dans une autre histoire de Doctor Who en saison 12 également, tout comme Edward Burnham qui joue Professeur Watkins. Et il était envisagé pour un rôle en saison 17, mais finalement le rôle a été attribué à quelqu'un d'autre. Ce qui est assez étonnant avec lui, c'est que j'ai vu qu'en 85, sa mort a été annoncée dans le fanzine Doctor Who Bulletin. Et en fait, il est apparu dans une convention en 87, ce qui a complètement choqué les fans, 2 ans plus tard. Et finalement, en fait, il est réellement décédé, je crois, il y a quelques années, même si ce n'est pas l'année dernière. Alors, quand tu dis le rôle de la saison 17, est-ce qu'on pense à un rôle de grand méchant emblématique que je vais pas prononcer le nom parce que ça se paye ? Je n'en ai aucune idée. D'accord. J'ai une mémoire très courte. J'ai vu ça hier et je ne sais pas. Mais je pense pas. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient pensé à lui quand même, vu qu'il avait déjà joué 2 grands méchants. Voilà. On verra. Bon, j'en dis pas plus. Renseignez-nous dans les commentaires. C'est ce qu'on dit d'habitude. Ok. Alors, Packer, un personnage que j'aime beaucoup, est joué par Peter Halliday et il fait également la voix des Cybermen dans cet épisode. Mm-hmm. Donc Packer, vous voyez, c'est le chef de la sécurité un peu neuneux, ouais. L'homme de mer. Non, il aime la violence, tu vois, il aime procurer de la violence. Il aime faire mal, quoi. Et c'est un sociopathe, hein. C'est pas cool. Ah oui, bien sûr. Il y a aussi, on peut être sociopathe et stupide. Hein. C'est pas. Non, les sociopathes sont forcément extrêmement intelligents. Ouais, mais plus tu cumules, plus tu risques d'avoir des problèmes après. Donc... Oui, c'est ça. C'est vrai. Et lui, on peut dire il qu'il a eu des problèmes.
Alors, il a joué dans une série qui s'appelle A for Andromeda et sa suite. Ce sont 2 séries de SF britanniques qui m'ont l'air, ma foi, très intéressantes. Je l'ai pas... Il faut que je m'en renseigne un peu plus. Il rejouera dans 6 épisodes de Doctor Who et il fera la voix de plusieurs aliens. Donc, ce sont des épisodes à venir, on en parlera plus tard. Il va jouer également dans un audio de Magic Bullet, donc, qui s'appelle Checkmate, de la série Caldor City. Donc là, je vais laisser un peu la parole à l'Aigle, qui va nous parler un peu plus de qu'est-ce que c'est que ces audios Magic Bullet. Alors, oui, je me souviens qu'hier, Nopoman est venu tout content. Hey, est-ce que vous savez ce que c'est Magic Bullet? Et donc, moi, je lui dis, ah, non. Et du coup, il me fait pas, c'était des audios qui se faisaient avant Big Finish, donc je me renseigne un petit peu sur le truc. Je savais qu'effectivement, il y avait des audios avant Big Finish, mais il me semblait que c'était surtout fait par la BBC, ou alors c'était des trucs vraiment sous le manteau. Et en fait, non, il se trouve que Magic Bullet Productions, c'est un truc qui date vraiment de l'an 2000 en fait, et donc peut-être quelques années après, mais ils n'ont pas fait grand chose, et à mon avis, ils devaient pas avoir les droits vraiment sur la série. De toute façon, à l'époque, c'était Big Finish, et vraiment, c'était Big Finish qui avait les droits. Tout simplement parce que, bon, ils ont fait une quinzaine d'épisodes à tout casser, ils ont fait 2 séries, donc celle de laquelle nous parler, c'est-à-dire la série de la ville de Caldor. Donc voilà, il y a une ville, il y a plein de villes dans le monde de Doctor Who, il y en a une, ils ont décidé de faire une série dessus, voilà. Donc, et donc du coup, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 épisodes, voilà. Et donc, Checkmate, ça doit être le 5e épisode. Donc voilà, ils jouent dans le 5e épisode. Et ensuite, ils en ont fait un autre, c'est The True History of Faction Paradox. Donc Faction Paradox, c'est vraiment un truc vraiment très obscur de l'univers de Doctor Who. C'est quelque chose qui a été inventé, en fait, dans un livre de Lawrence Miles, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle Alien Bodies. Et en fait, Alien Bodies a juste révolutionné l'univers de Doctor Who, parce qu'en fait, il parle, avant l'heure, d'une guerre entre les Time Lords et d'une autre faction possédant le voyage dans le temps, qui serait donc une guerre du temps. Et donc, en fait, il a juste complètement révolutionné le truc, puisque du coup, alors, Faction Paradox, ce ne sont pas des Daleks, hein, donc c'est la guerre du temps comme on l'entend, c'est pas la guerre dont on entend parler dans Faction Paradox. Mais en tout cas, vraiment, il a révolutionné le truc, parce qu'il a vraiment donné une idée qui va juste, mais absolument tout changer dans l'univers de Doctor Who. Aujourd'hui, la guerre du temps, ça a absolument tout changé, tout a changé avec ça. Et ce bouquin, c'était... Et donc, il y a 6 audios dans cette petite série qui s'appelle The True History of Faction Paradox. Voilà, donc ça va de Coming to Dust jusqu'à The Judgment of Sutekh. Donc voilà, ils ont fait 6 audios en tout, et le dernier épisode date de 2009, si je ne m'abuse, voilà. Mais à mon avis, ils n'ont pas les droits, parce que c'était un petit peu sous le manteau, et du coup, ils se servaient pas... C'est pas vraiment le docteur qui apparaît, quoi. Mais d'un autre côté, on peut quand même noter qu'il fait quand même, par exemple, Nicolas Courtney qui participait aux audios, donc ça donne un certain poids, une certaine légitimité, quoi. Ça peut donner une certaine légitimité, c'est ça, mais c'est-à-dire que c'est un petit peu comme... par exemple, le mec... Alors, dans les années 80, il y a un méchant qui a été inventé, il s'appelle Seal. Voilà, en fait, dans la série, il y a un méchant, il s'appelle Seal, il apparaît dans 2 épisodes. C'est celui qui chante avec une Farmer, ou... Non, c'est une sorte de lézard de verdâtre qui adore utiliser sa langue. Et en fait... Ok. Et en fait, le truc de Seal, c'est que son personnage, donc son acteur, en fait, est le scénariste, c'est celui qui a inventé Seal. Et en fait, il a récupéré les droits récemment sur Seal. Et donc, du coup, là, il a fait un film sur Seal. Il a récemment sorti un film sur Seal. Donc, du coup, techniquement, c'est dans les mondes de Doctor Who. Techniquement, ça se passe dans cet univers-là. Mais il n'a pas les droits sur Doctor Who. En fait, c'est ça, vraiment, toute la subtilité. C'est que, à mon avis, Magic Bullet Productions a réussi à choper des droits, notamment Faction Paradox, Caldor City. Et tout comme, par exemple... Ce Seal, il n'a rien à voir avec le méchant qu'on voit dans Sarah Jane Adventure, qui a aussi un truc avec sa langue. Je sais pas de quoi tu parles. D'accord. Il y a un méchant dans Sarah Jane Adventure qui est aussi un lézard et qui est aussi une grande... Ah, mais en général, dans Doctor Who, les méchants, ils ont la langue bien pendue, donc... Non, mais en fait, c'est une sorte de ver, en fait, vert en plus. Une sorte de gros businessman, en fait, qui tient une télé-réalité, je crois, il me semble. Ah oui. Ah non. Oui, il adore parler comme ça. Bonjour docteur. Avec sa langue, du coup. C'est comme ça, en fait, du coup. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Ok. On était où, nous? On parlait de quoi? Oui, je vous parlais donc de Packer, donc Peter Halliday. Qui en a d'autres? On a Tracy, donc, qui est joué par Geoffrey Cheshire.
Il me semble que c'est un des mecs de Unit. Il a joué dans Time Meddler, chef des Vikings, et également dans Dalek Master Plan, dans lequel il joue Garch, qui est un criminel bloqué sur la planète d'Hesperus. Donc c'est un criminel qui essaye de monter sur le vaisseau justement de Mavic Chen à un moment, mais il reste sur la planète. Et il joue également dans le second film Doctor Who, qui est donc Dalek Invasion Earth 2150 AD. Gregory, donc, qui est également un autre mec de Unit, joué par Ian Fairbairn. Il joue Questa dans Macra Terror, donc c'est juste un citoyen de base. Et dans 2 épisodes qui vont venir, le Major Branwell est joué par Clifford Earle. Il jouait dans Dalek Master Plan. On a Captain Turner qui est joué par Robert Sidaway, qui joue Avon dans The Savage. Et il était également producteur de plein de films et de documentaires après. Donc Captain Turner, c'est le type qui tombe amoureux, qui forme un couple à la fin avec Isobel. Donc producteur de plein de films, dont un film qui s'appelle Nouvelle France, avec Depardieu, Irène Jacob, Vincent Pérez, Tim Ross et Jason Isaac. Je n'ai jamais entendu parler de ce film, mais du coup, il a été producteur de pas mal de trucs. Le sergent Peters, qui est joué par Norman Hartley, qui joue Ulf dans Time Meddler, donc c'est un des 2 vikings qui capture le docteur dans le monastère. John Levin qui joue le caporal Benton, on vous en a déjà parlé dans un épisode précédent. Oui, alors, hier, du coup, tu nous as demandé, est-ce que ça vous dit quelque chose, John Levin, mais tu n'as pas mis le E final, et donc, du coup, je suppose qu'il... T'as rien compris. Et du coup, je me suis dit, du coup, ça se trouve, il parle pas du caporal Benton, et tu nous as dit, est-ce que ça vous dit quelque chose, est-ce que j'en ai déjà parlé? Mais alors, du coup, maintenant donc, du coup, ça me disait quelque chose à cause de ça, mais du coup, maintenant que tu le dis, je sais pas sûr que t'en aies parlé dans du Abominable Snowman, ou alors, c'est moi qui ai la mémoire courte. Eh bien, reportez-vous à l'épisode 2. Si je n'en parle pas, indiquez-nous dans les commentaires. Si il n'en parle pas, vous pouvez fouetter Dopoman, et s'il en parle, vous pouvez me fouetter moi. Voilà. Dans tous les cas, on tente de pas risquer des coups de fouet. Qu'est-ce que t'en penses, Link? Non, dans tous les cas, on va fouetter quelqu'un. Moi, je suis court. Ça... C'est pas vous qui allez fouetter. T'inquiète pas, j'ai trouvé une raison de te faire fouetter. Alors, ensuite, on a la femme donc Douglas Camfield, dont je vous ai déjà parlé. Je crois que c'était Douglas Camfield qui avait juré de ne plus participer qui était rentré dans une église pour jurer de ne plus participer à Doctor Who, et sa femme l'avait incité. Cette femme, c'est Sheila Dunn, et elle joue dans plusieurs épisodes Doctor Who. Dans cet épisode, elle joue la voix du répondeur. Elle a joué dans Dalek Master Plan, évidemment, où elle joue Blossom Lafavre, qui est l'actrice qui joue... C'est le film dans le film, quand le docteur va déranger le tournage d'un film, elle joue l'actrice de ce film. Vous vous souvenez, cet épisode un peu bizarre qui termine par... Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouais, cet épisode spécial Noël, en fait, ouais. Et j'ai également vu que son père, qui s'appelle Bill Dunn, apparemment la personne qui a conçu les moteurs des Spitfire, donc les avions de chasse, qui étaient des moteurs qui étaient à l'épreuve des balles. J'ai pas réussi à recouper cette information, donc ça reste à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais bon, voilà, c'est une anecdote amusante. On a une des personnes qui joue un des deux personnages dans la voiture qui récupère Jamie et le docteur. Il y a Walter Randall, c'est un des deux, qui a joué dans The Aztec, donc il joue Tony La, qui est un des prêtres. Dans The Crusade, il joue El Akir, peut-être que vous voyez qui c'est l'émir qui était borgne, l'espèce de mec un peu malsain avec Saladin. Oui, peut-être. Et il joue dans Dalek Master Plan, il joue donc Iskos, qui est un des leaders des Égyptiens qui se fait massacrer. Après, je suis pas étonné, parce que Dalek Master Plan, c'est quand même une très très grosse production pour l'époque, et puis du coup, ils ont appelé vraiment beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens. Et The Invasion, finalement, ils ont aussi eu besoin d'appeler beaucoup de monde. Non, mais c'est surtout parce que Dalek Master Plan a été réalisé par Douglas Camfield également, et en fait, il arrivait un peu avec ses potes, quoi. Oui, certes. J'ai l'impression. Oui, peut-être, c'est aussi peut-être. Attends, tu veux dire qu'il préférait travailler avec des gens en qui il avait confiance? Mais c'est un monstre, cet homme. C'est un scandale. C'est vraiment des rôles de second plan. Et il jouera dans 2 histoires à venir. Et ce Walter Randall, dans les années 70, a géré un restaurant pendant 5 ans avec John Pertwee. Oh, j'ai gagné un truc. Oui. C'est incroyable, non? Ça, c'était l'anecdote. C'est l'anecdote à retenir de cet épisode. Toujours sur un truc fou. Et ce mec, il avait un restaurant avec le 3e docteur. Ah, c'est génial. Voilà. Pat Gorman, qui joue un des Cybermen. Il a joué dans Elephant Man. Et il a joué en tout dans 83 épisodes de Doctor Who.
Ça peut vous paraître beaucoup, mais pourtant ce n'est que le 7e acteur le plus prolifique de la série. Donc il y a 6 personnes qui ont joué dans plus de 83 épisodes de Doctor Who. Ouais, non mais ça tient incroyable. Mais en fait, c'est vraiment un truc qui arrive dans les classiques. Hein. Aujourd'hui, avec les New Who, on aurait dû un petit peu du mal à faire un record comme ça. Cela dit, je ne sais pas s'ils comptent les docteurs eux-mêmes. Est-ce que du coup ça t'en enlève déjà pas mal? Ah oui. Oui, d'accord. Ouais, mais c'est un peu de la triche, mais enfin oui. Docteur, je sais pas combien d'épisodes il a joué déjà. Mais est-ce que tu comptes aussi les épisodes, carrément, les petits épisodes audio, les machins trucs Non, parce que là, David Tennant, il commence à avoir du truc derrière lui. Hein. Oui, et puis on va commencer à compter les cases de bande dessinée aussi. Donc... Oui, bah voilà, évidemment. Quoi c'est quoi? C'est pas une sous-espèce? Et enfin, pour finir avec ce casting, on a aussi les Cybermen. Donc les Cybermen ont été joués par plusieurs acteurs. Et étonnamment, je ne sais pas pourquoi, ces acteurs ont joué dans plein d'épisodes, dans plein de certains rôles de monstres, etc. Mais ils ne sont crédités que pour The Invasion. C'est-à-dire que quand on regarde leur liste de IMDb, liste sur Wiki, Tardis Wiki, ils disent ils jouent dans ça, mais uncredited. Par contre, dans The Invasion, ils sont crédités. Donc, je ne sais pas ce qui a fait que cette histoire était particulière. D'accord. Ce sera tout pour moi. Donc, à retenir dans cette liste. Ouais, c'est ça, ce sera tout pour moi. Tu veux lancer le micro? Ouais, allez, mic drop. Allez, moi je me barre. Non, mais à retenir, années 70, restaurant géré pendant 5 ans par Walter Randall avec John Pertwee. Le reste, magnifique. C'est une bonus. Et bien maintenant, L'Aigle, si tu peux nous parler un peu de en quoi cet épisode préfigure le futur. Oh, c'est bien dit. Enfin, je crois. Techniquement, tout préfigure le futur, en fait. Ouais, mais là, on a le temps de savoir ce que c'est que le futur, donc on peut rétrospectivement avoir un meilleur avis sur la préfiguration du futur. Et oui, alors évidemment pour le dossier et la chronique sur les paramédias à venir, j'ai longtemps hésité sur le sujet à aborder, et j'ai remarqué que tu as un petit peu commencé à faire le lien avec ça tout à l'heure, mais je vais y revenir, hein. De toute façon, on est là pour approfondir. Donc j'ai fini par penser à quelque chose de simple, ça m'embêtait un peu de griller une cartouche sur Unit tout de suite, qui est quand même une très grande partie de l'univers, alors que ça vient à peine d'apparaître. D'autant que dans ce cas présent, on est plus en face d'un aperçu de ce que ça va donner plus tard qu'autre chose. Et puis surtout, comment tout dire en 10 minutes, c'est pas possible. C'est donc en toute logique que je me suis dit que j'allais le faire, mais en plusieurs parties. Et on a par exemple déjà passé un épisode à parler du brigadier en lui-même, dans le podcast sur Web of Fear. Un grand sujet à lui seul et qui peut faire office de point de départ. Ce coup-ci, j'avais à l'origine envie de parler de ce que donne Invasion comme aperçu sur la suite de la série, tout en restant marqué dans son temps de plusieurs manières, et un sujet comme ça, non seulement ça représente un angle d'analyse que je trouvais intéressant, mais en plus ça fait office de très bonne introduction pour un sujet comme Unit, une sorte de mise en bouche si on veut. Et donc le fait de créer ce système de parties, ça me permettra à l'avenir de pouvoir réutiliser des sujets déjà faits, ou de ne pas traiter exhaustivement un sujet d'un coup, de pouvoir revenir dessus plusieurs fois. Oui, c'est utile, croyez-moi. Surtout quand ils font 15 épisodes de Cybermen dans la même saison. Non mais, il sait qu'on est déjà d'accord avec son projet, pourquoi il essaie de nous le vendre? Non, mais je le présente aux gens qui nous écoutent, qui comprennent. Voilà, bref, ça me permet de revenir plusieurs fois dessus avec plusieurs angles. Et oui, je suis un petit génie. Et donc, sans plus attendre, commençons. The Invasion est un épisode qui se situe à la fin d'une décennie, c'est en 1969 je le rappelle, mais aussi juste avant un énorme changement pour la série, que l'on ne spoilera pas tout de suite, sachant que la saison 6 était donc prévue pour faire une bonne transition entre deux époques de la série, en fait, deux ères assez distinctes, même si j'aime pas trop parler d'ère. Vraiment, la saison 6 est prévue comme transition. Et surtout The Invasion en fait, avec aussi l'épisode final bien évidemment, mais surtout The Invasion. Et ça, on a un petit peu parlé d'Opoman, je crois, tout à l'heure. Et vraiment, si vous connaissez un peu ce qui vient après, vous voyez très bien de quoi je veux parler. C'est ce petit aperçu, cette fenêtre, tout en restant un épisode de son temps, ça se sent. Je peux au moins dire que l'époque suivante que l'on va aborder dans Doctor Who approfondit le concept de Unit, avec un docteur en contact permanent avec eux, et en fait cet épisode a pour volonté de créer un passé entre Unit et le docteur, pour que le contact permanent à venir soit un poil logique, qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Nopoman, quand tu disais, oui, alors, le but de cet épisode... C'est introduit pour le futur, oui. C'est, voilà, introduire Unit pour le futur, c'est exactement ça. Donc, on a un épisode du second docteur avec Unit, et ça permet en fait de vraiment bien avoir une petite base, d'introduire le concept, et de
d'avoir une sorte de passé entre les deux. C'est-à-dire que quand il arrivera chez eux, quand il sera en contact permanent avec eux, bon, au moins il saura qui c'est, nous aussi on saura qui c'est, ça arrivera pas comme ça, comme un cheveu sous la soupe, on sera pas un petit peu perdu, donc vraiment, ça a été très bien pensé, il faut le dire. Et on rencontre même certains personnages dans cet épisode qu'on reverra évidemment des dizaines de fois, qui seront très récurrents, mais qui seront vraiment approfondis que par la suite. Évidemment, je pense au brigadier, mais ça, je veux dire, c'est le over the top. Je veux dire, c'est même plus, ce qui va sans dire va mieux en le disant, certes. Enfin voilà, bref. Mais il y a aussi le caporal Benton qui apparaît. Il y en a quelques-uns qui n'apparaissent pas encore et qu'on découvrira plus tard. Mais notamment le caporal Benton, que je cite parce que je le porte spécialement dans mon cœur. Et donc... c'est les seuls deux récurrents, en fait, au final. Ah non, il y a Mackay aussi, hein, mais je crois que... C'est ça, mais il n'est pas encore apparu. J'ai l'impression de l'avoir vu dans cet épisode à un moment. Ah bon? Mackay est apparu dans The Invasion. Très intéressant, je l'ai pas vu. Dans la liste, donc... Mais je crois qu'il arrive à la saison 8, Maquette, je crois que tu l'as pas vu la saison 8, Nopoman. Oui, mais je veux dire, je l'ai pas dans la liste des... D'accord. Je pense que s'il était là, il serait dans la liste des acteurs. Effectivement, il aurait été noté. Moi, je l'ai pas remarqué. Ah, donc, j'ai l'impression qu'il était là. C'est pas grave. Cet épisode, il est marqué vraiment comme un épisode du second Docteur, c'est-à-dire qu'il y a ce côté nouvelle aventure d'un vagabond. Finalement, c'est ce vagabond, cet aventurier, ce capitaine de vaisseau pirate qui débarque pour une nouvelle aventure avec Jamie qui forcément est fatigué. Fatigué! Évidemment, il a vécu de Mind Robber, il a vécu de Dominator. Quand est-ce qu'il dort, lui, hein? Oui. Quand est-ce qu'il dort? Bah, dans l'épisode, justement, il dort. Bah, Ouais. c'était la blague, merci Linkat. Donc ça mais c'est un épisode quand même beaucoup plus d'action que terrifique. Avant, enfin l'ère du second Docteur, je remarque quand même que on a plus d'épisodes, souvent huis clos, sombres, qui pouvaient faire peur. On a d'ailleurs des témoignages de gens de l'époque qui disaient qu'étant enfants, ils étaient souvent terrifiés par les épisodes du second Docteur. Notamment Fury from the Deep, qui est malheureusement en recon, j'ai absolument pas ressenti ça. En même temps, il est en recon, donc c'est un petit peu compliqué. Ah si, le passage quand ils ouvrent la bouche, là, pour moi, c'est quand même... Non, mais c'est vrai. Non, mais le Je passage, trouve il y a de la terrifiant. mousse partout et que tu dois penser au nettoyeur après qui doit venir nettoyer tout ça. C'est horrible. Moi, ça m'a fait Vraiment, peur. il m'a pas capté cet épisode. Hein. Bref, mais en même temps, j'ai hâte de le voir en recon. Hein. Si ça se trouve, il est vraiment excellent. En recon, En animé. en live En vrai. ou en animé, sinon. Oui, c'est possible. Mais là, finalement, alors que d'habitude, l'ère du second Docteur, c'est une nouvelle aventure d'un vagabond huis clos, sombre, avec des méchants effrayants. Et ben là, c'est beaucoup plus action que terrifique. Dans un monde clairement ouvert, on a quand même tout Londres. Hein. C'est plus le métro londonien, là, c'est tout Londres. Et d'ailleurs, les Cybermen, ils sortent des égouts. Il y a des journalistes, des militaires, des morts, un côté un peu enquête. Et un tout ça, kayak. c'est Il y a un kayak. Et un Il y a un kayak. kayak, ça sauve l'épisode. Et tout ça, c'est tout un tas de gimmicks qu'on retrouve chez le troisième Docteur. Il a fait une période que j'affectionne pas particulièrement pour son côté très film d'espionnage. Tandis Non, que... parce que toi, t'es kayakophobe, c'est pour ça. Je suis quoi? Kayakophobe. Non, je parle de l'ère du troisième Docteur. Je l'apprécie pas particulièrement parce qu'elle fait très film d'espionnage. Tandis qu'à côté, les voyages dans le temps et l'espace... hein? Non? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, ça n'existe pas. Non, c'est vrai, c'est un petit peu mis de côté, et vraiment, ça m'a dérangé. Et là, pour le coup, on a ce côté un petit peu action, dans une nouvelle aventure d'un vagabond. Donc finalement, on a un petit peu les bons côtés du troisième Docteur, avec les bons côtés du second Docteur. Donc moi, je dis oui, hein, vraiment. J'aime beaucoup The Invasion pour ça. Ça, c'est vraiment qu'un avis personnel. Mais en tout cas, ce sont des gimmicks, vraiment, il y a un mélange des gimmicks. Déjà, on a un aperçu de ce que ça va donner plus tard, ce côté un peu enquête, un petit peu investigation, espionnage. Surtout, c'est pas pour rien que souvent, et c'est aussi moi qui l'appelle comme ça, j'appelle l'ère du troisième Docteur James Bond Who. J'appelle plus ça Doctor Who, j'appelle ça James Bond Who, parce que pour moi c'est James Bond plus que le Docteur. Et en soi c'est super terre à terre. Ça traite aussi, en parlant de terre à terre, ça traite aussi de choses politiques et sociales complètement d'actualité, pour l'époque. Hein. Et ce que je pointe du doigt, c'est totalement le fait qu'on est dans les années 60. 1969 pour être précis, donc ça a été écrit en 1968, et qu'est-ce qui s'est passé en 68? Il s'est passé plein de choses. En France, on a eu mai 68, mais en Angleterre, depuis le début de la décennie, on a une émancipation des femmes, et finalement c'est aussi
la naissance du féminisme. On rappelle que c'est l'époque de Simone de Beauvoir. Avant, on appelait ça plutôt du proto-féminisme, si j'ai bien compris. Simone de Beauvoir ou Simone Veil? Il me semble que je pense plutôt à Simone. Reste sur Simone, fatigue pas. Je pense plutôt à Simone de Beauvoir, mais Simone Veil aussi est une féministe qui a fait beaucoup de choses. Et là, on assiste donc dans cet épisode à des personnages sexistes, mais sans complexe. Et c'est mais tellement drôle. Je pointe du doigt le brigadier quand la photographe lui demande s'il l'engage pas parce que c'est une femme et qui répond bah oui, pourquoi? Enfin, on pointe du doigt du sexisme et ils ont pas de complexe dessus, mais aussi c'est vraiment c'est deux nanas, parce que je crois qu'il y a deux nanas principalement qui essayent de faire des choses en fait, de prouver qu'elles sont capables de faire des choses, notamment cette photographe. Et malheureusement, c'est un petit peu nuancé, c'est un peu contrecarré par le fait que la photographe est quand même parfois cucu et juste écrit, mais de manière bizarre. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Et en fait, il y a ça, mais de l'autre côté, celle qui amène le thé et qui sert un peu de boniche. Donc en fait, c'est ça. Je pense que le mec s'est dit, je vais écrire des personnages de mon temps, et donc du coup, il a écrit une femme qui essaye de faire parler d'elle, tu vois, qui essaye de faire des choses comme les hommes normalement. Mais à côté, il se rend pas forcément compte de ce qu'il a écrit, et donc du coup il écrit des choses un peu sexistes, et donc du coup il écrit... Non, mais je pense que oui, il a été quand même ancré, même la blague de Jamie, quand Zoé dit à Jamie, bah écoute, c'est parce que t'es un mec que t'as forcément raison, il dit oui, mais bah si, en fait j'ai si. Ouais, il dit. Donc au final, c'est un peu genre, ouais, on est rebelles, mais au final, bah, le mec il dit, bah si, c'est quand même parce que je suis un mec que je suis meilleur que vous. Et même si les filles. Moi j'avais plus vu ça comme une dénonciation. Sur le coup, la première fois que j'ai vu ça, j'avais plus vu ça comme une dénonciation, mais après. Non, mais on sent quand même qu'il y a. Bon, c'est un peu. Non, mais après, t'as toujours le même problème. Comme tu dis, c'est un peu mal écrit dans le sens où elle fait je veux aller dans les égouts pour prendre des photos des ennemis. On lui dit bah non, vous n'êtes pas un soldat entraîné, vous allez crever si vous y allez. Ouais, mais la fille dit quand même, vous m'engagez pas parce que je suis une femme, et il dit, bah oui. Donc, oui, mais oui. Donc... Oui, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de femmes dans l'unité apparemment. Donc. Oui, et. Bah, non, coup, mais d'accord, mais c'est pas parce que c'est pas une militaire, c'est parce que c'est une femme. Enfin bref, c'est ce qu'ils se disent eux-mêmes. Et oui, du coup, on a Isobel qui, d'un côté, est une photographe qui essaye de faire entendre parler d'elle, mais d'un autre côté, j'ai remarqué, et je faisais la remarque hier à Nopoman quand on regardait l'épisode ensemble, c'est un petit peu ce côté quand elle s'adresse à un homme, par exemple au mec qui fait la radio, elle se touche les cheveux, elle parle d'une voix basse, elle fait « Oh, bonjour » et tout, et puis c'était juste après avoir distribué le thé, quoi. Et enfin, je tiens... Les filles ont des robes extra courtes dans cet épisode. Et après, c'est aussi la mode de l'époque. Oui, mais justement pour se revendiquer. Ils en parlent en fait dans les bonus DVD de l'épisode et ils expliquent que c'est. Ah bon? Ouais, ils expliquent que c'était les premiers, que c'était vraiment le tout début des mini-jupes et qu'ils ont eu les toutes premières, quoi, en fait. Ça devait pas mal choquer à l'époque, quand même. Et ah oui, autre chose qui est intéressant à noter, c'est le fait, je pense pas trop spoiler en disant ça, que le producteur suivant de la série détestait les Cybermen, ne les faisant pas revenir très souvent. Du coup, on a réussi à avoir de justesse un épisode avec Unit et les Cybermen dans la série. Voilà. Bon, après, la nouvelle série s'en est chargée, mais sinon, on a failli ne jamais en avoir. En tout cas, avec le brigadier. Alors, ceux qui me parlent du Cyberbrig, je leur dis, je parle de Nicolas Courtney. Et pour conclure avec ce dossier, parce qu'évidemment, je n'ai pas pour but de faire une analyse de 10 heures sur le sujet, hein, je suis pas en train de soutenir un mémoire, je voulais aussi parler de la marque qu'a pu laisser cet épisode dans Doctor Who. Est-ce que vous vous souvenez de ce plan pendant l'invasion en elle-même, pendant l'invasion en elle-même, lorsque les Cybermen envahissent les rues de Londres? Ouais. Ils sortent des égouts et descendent les marches en face d'un bâtiment connu de Londres, vous vous souvenez de ça? Ouais. Eh ben, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu plusieurs hommages à ce plan dans la série, oui, notamment dans le final de la saison 8, on retrouve ce plan de manière très exacte. Dans le podcast imagé, j'essaierai de donner des exemples. J'ai re-regardé la scène hier, et je crois qu'il y a même 3 plans qui peuvent faire référence avant d'avoir le plan vraiment typique hommage. Mais il y a vraiment 3 plans qui peuvent faire référence avec des Cybermen qui descendent des escaliers en face d'un bâtiment connu. Donc vraiment, on a quelque chose d'hommage, on a quelque chose de référencé, on a quelque chose de culturellement ancré, quoi. Cette image, c'est resté. Et d'ailleurs, cette image en noir et blanc, tu la vois dans tous les trailers de la série Doctor Who, tu la vois dans tous les fan-made Doctor Who classiques. Enfin, tu vois, cette image où tu as les Cybermen devant ce bâtiment, elle est iconique parce qu'on l'utilise souvent
dans les productions de fans, quoi. Je pense qu'il voulait vraiment appuyer sur cette image des Cybermen qui descendent des escaliers, et c'est vraiment... Parce qu'en fait, le fait de descendre des escaliers, du coup, ça donne une contre-plongée, en fait, et donc du coup, ça Et donne c'est vraiment... que c'est quelque chose que les Daleks ne peuvent pas faire. Oui, non, mais eux, ils volent. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le fait de mettre la caméra en bas des escaliers et les Cybermen qui descendent des escaliers, ça donne une contre-plongée, et en fait, ça... En plus, comme ils apparaissent comme ça subitement à l'écran, en fait, c'est un peu ce principe, les Anglais ont débarqué, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire que il y a comme une sorte, vraiment, comme des fourmis qui débarquent, enfin, qui envahissent le plan, quoi. Il y a une invasion, quoi. Vraiment, c'est vraiment le plan se fait envahir. Donc, ça marque cette image. D'autant que c'est devant un bâtiment connu. Donc, c'est quand même assez fort. Et donc, sur ce, je vais pouvoir, moi aussi, faire mon propre drop mic et laisser la parole à Linkat pour le laisser parler d'anecdotes. Allez, c'est mon tour. Lui qui a tellement parlé depuis le début de l'épisode. C'est Ouais, bien que... il était temps que je commence à parler un peu parce que bon, voilà. Quoi. Oui, Allez, t'es pas dis-le payé tous, pour les- rien quand même. Allez, je vous dis tout. Tu as le droit de parler quand tu veux. Hein. Ah bah écoute, moi on me dit jamais rien. non, donc, pas trop. Non. Là maintenant c'est à moi de parler, donc je vais Vas-y. parler. Alors, On va pas j'ai quand même t'interrompre. cherché un peu... Ce serait dommage. Oui, non, effectivement, merci Nopo. J'ai quand même cherché un peu tout ce qui était dans cet épisode parce qu'il y avait quand même pas mal d'anecdotes assez intéressantes. Alors, la première que j'ai, c'est effectivement la première apparition de Unit comme dit plus haut, enfin, dit précédemment plutôt par Nopo et l'aigle. Donc, Non, mais ils sont tellement dans les hauteurs de la stratosphère de l'humanité. Ouais, ils sont tellement hauts, Oh, ils l'aigle, sont hauts. tout ça. Là, oh. Donc du coup, effectivement, l'apparition d'Unit, ça sert à la saison suivante et tout ce qui va se passer. Mais bon, ça, on va pas vous spoiler tout de suite, on vous dira ça plus tard. Mhm. De toute façon, j'en ai déjà parlé pour... C'est l'apparition de la couleur. C'est Oh. ça, c'est exactement ça. Ah C'est bon, aussi- il va y avoir des hommes de couleur dans Doctor Who maintenant Et ça ouais. En fait, c'est Unit qui a Non, inventé pas la exagéré. couleur. C'est ça, C'est quoi la couleur? C'est Unit qui a tout inventé. En fait. Mais ça, on ne le dit jamais assez, en fait. C'est aussi la première apparition du personnage de Benton, qu'on verra Mhm. après, évidemment, dans la série. Alors, je sais pas si, Ah je bon sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode... je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais dans cet épisode, quand Vaughn parle avec les Cybermen lui disent on reconnaît ce gars, il est dangereux, on l'a croisé sur la planète 14. Est-ce que vous vous souvenez Mhm. de ça? Oui, bah oui. Oui, mais d'un autre côté, non. C'est-à-dire que j'en parlerai dans mon. Moi dans aussi. mon- comment dire, dans mes critiques de cet épisode. C'est. Oui, c'est la planète 14, c'est au moment de la. Est-ce que tu veux développer? Oui, Parce je que vais, j'ai je envie vais, de je vais dire des développer. Donc, la planète Vas-y. 14, en fait, on n'en sait rien de ce que c'est. On n'en a jamais parlé auparavant. Mais Alors si, moi j'en ai parlé, mais dans The Tomb of the Cybermen, j'ai déjà expliqué de toutes, C'est les, ça. les- Oui, de, on en de a toutes parlé. les bizarreries en fait autour de la Voilà. mythologie des Cybermen. Mais donc en fait, le truc c'est qu'on s'est dit il serait temps de chercher un peu quelle est cette planète 14. Alors on a d'abord un essai qui s'appelle About Time de Lawrence Miles et Tad Wood qui suggère en fait que cette planète ce serait Telos, la planète de refuge des Cybermen dans The Tomb of the Cybermen. Ça, Sinon, tu sais, elle est très facile à trouver. Hein. Je pense qu'elle se trouve entre la planète 13 et la planète 15. Ah bah écoute, enfin peut-être, on ne sait jamais. Mais il y a une... Sachant qu'on sait déjà qu'il est la 10e planète, c'était dans l'épisode de Tense Ouais, Planet. je vais en venir justement. Il y a Oui, ça, c'est une, Mondas. une Ah. deuxième théorie en fait serait dans le comic book de Grant Morrison qui est apparu dans les Doctor Who magazines 127 à 129. The World Shapers, qui d'ailleurs a Exactement. été canonisé par Moffat en fait dans le dernier épisode. des Exactement, Cybermen. oui. C'est en fait la rencontre du 6e Docteur sur cette fameuse planète 14 qui est en réalité Marinus. Ouais, tout ça, j'en ai parlé dans Tomb of the Cybermen. Oui, ben, on fera le petit pont avec ça du coup. Voilà. On peut quand même laisser parler Voilà. Link. Hein Oui, merci, Bon. on avait dit qu'on m'interrompait pas. Hein. Ah oui, donc, mais dis, la on pla- l'a fait, mais on ouais, l'a merci. dit, mais on va pas le faire. Hein. La planète Évidemment. Marinus, donc c'est là où toute l'action de The Key of Marinus se déroule. Et donc on pense aussi que ce serait la planète Mondas, qui serait la planète des Cybermen vue dans The Ten Planet. Et là on fait le lien avec Ten Planet. Donc techniquement c'est pas la 14 mais c'est la 10e. À moins qu'il y en a peut-être Ok. deux, mais ça... Ouais, ou alors, tu sais, nous on considère pas Pluton comme une planète, peut-être qu'ils considèrent Pluton comme une planète et 2-3 autres trucs, tu vois. De toute ça façon, se tout trouve, cela reste dans le domaine de la spéculation, puisqu'on n'en sait toujours rien de qu'est-ce que c'est, et finalement on n'en saura peut-être jamais rien du tout. Oui, tout ça, c'est la vie privée des Cybermen, et cela ne nous regarde pas. Cela Bah, nous- comme j'ai envie de te dire, Exactement. tu sais ce qu'a dit Moffat dans le dernier épisode de Cybermen.
Oh, tu sais, les Cybermen, de toute façon, il y en a partout, là, Lender. Donc bon, à partir de ce moment-là, tu peux dire que c'est les mêmes planètes, et qu'en même temps, il y a des planètes différentes. C'est pas très grave, genre, des Cybermen, il y en a partout, de toute façon, là, Lender. Sinon, on va utiliser notre comment dire notre excuse par facilité, c'est Doctor Who, c'est classique, c'est bon, tout se passe bien. Voilà, exactement. Alors, une autre petite anecdote, c'est quand le docteur commence à faire du stop, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la plaque d'immatriculation, c'est H2363. Oui, H23, ça m'a choqué. H2363, Qu'est-ce que ça veut mais dire? Explique-nous. réfléchis un peu, 23 et 63, en fait, c'est 63, c'est une l'année de référence, sortie, exactement, et 21. 23 novembre c'est pas 23. 63. Premier épisode de la série, le 23 novembre 1963. Il y a une petite référence donc avec D'accord. ça. Mais c'est dans la version animée ou c'est aussi dans la version normale? C'est dans la version animée. Parce que je sais que ça c'est sûr, mais du coup est-ce que c'est une référence qu'ils ont mis dans l'animation ou C'est je dans... ne Il sais faudrait regarder les recons pour voir exactement. Ça, je n'ai pas. pas vérifier. Si j'ai l'opportunité de regarder la version animée, je ne vais pas passer sur les recons personnellement. Mais si tu faisais bien ton boulot, ce serait autrement. Mais bon, passons, c'est pas grave. Voilà, passons. Comment tu peux se taper sur les doigts? Ouais, je vais encore me prendre des coups de fouet après tout ça. Tu voulais du fouet. Alors, durant la semaine Vas-y. du 4 octobre 1963, Wendy Padbury, qui est donc l'actrice qui joue Zoé, était partie en vacances. La bonne affaire, bon oui, elle était partie en vacances et c'est pour ça en fait qu'on ne la voit pas dans l'épisode 3. Alors pour faire passer la pilule, les scénaristes ont fait bon écoutez, elle se fait enlever avec Isobel, on ne la verra pas dans l'épisode 3. Comme ça, elle peut partir en vacances tranquille. Ça m'a pas choqué. Autant j'imagine que tu vas dire après que Jamie était aussi en vacances parce que lui, par contre, ça m'a plus choqué. Mais Zoé, moi, j'ai pas du tout remarqué qu'elle était pas là pendant l'épisode. Quand elle se fait kidnapper, t'es quand même rendu compte qu'elle s'était fait kidnapper et qu'on la revoyait pas. Non, d'accord, mais il me semble qu'on la voit à la fenêtre. On la voit pas pendant tout un épisode. Ouais, on la voit- Tout on l'épisode voit 3, on pas. ne la voit pas. Parce qu'il y a même qu'on voit que son écharpe qui dépasse du tube. Ah oui. Mais du coup, Isobel non plus était pas là. Du coup, elle a pris des vacances forcées aussi. On va dire ça comme ça. On appelle ça un licenciement. Non, on appelle ça un chômage technique, c'est pas grave. Ouais. Mais du coup, est-ce que Jamie aussi était en vacances pour l'épisode? Ça, je n'ai pas l'information, mais on va dire Parce que... qu'il se fait tirer dessus, mais on le voit. Après, on le voit Oui, plus. mais Enfin, déjà, il est dort, parti dormir, Après, oui, il se fait donc. tirer dessus. il est parti dormir. Peut-être que c'est juste le scénario qu'il a. Voilà. Oui, bon, on va dire ça. Alors, on peut aussi voir, je sais pas si vous vous souvenez de la cage d'ascenseur quand le docteur et Jamie essaient de fuir Parker. Tout à fait. En fait, Oui. il sabote l'ascenseur pour ensuite monter par l'échelle. Oui. Et on voit en fait Oui. un plan où il est écrit Kilroy Wazir. Mhm. Oui, Oui. tout à C'est fait. ça, Kilroy- et je m'attendais à ce que ce soit un personnage de l'histoire, ce qu'on te raconte d'où ça vient. Non, mais en fait, Kilroy Wazir, c'est un truc assez connu et répandu dans pas mal de séries, de films, dans la pop culture même on peut dire. Et en fait, le Mhm. docteur et Jamie sont dit tiens, on va taguer ça ici, on va faire une petite référence assez sympathique à ça. Mais vous savez d'où ça vient cette histoire? Aucune idée. J'aurais peut-être Ouais, dû me j'ai- renseigner. Eh ben, il me semble bien que ça vient de la Seconde Guerre mondiale. C'était un tag que les Américains ont commencé à mettre. Il me semble, c'est un rapport avec le débarquement. Il me semble avoir un souvenir de ça, que c'était pendant le débarquement que les Américains taguaient ça sur les murs. En fait. Débarquement, Ouais, mais- invasion, tout est lié, oh mon dieu. Non, mais on oublie surtout le Ah. plus important. Les gars, ils ont détérioré du matériel BBC. Les acteurs devraient être en prison. Oui. Et qu'ils s'en sont sortis comme C'est ça, la moi première je dis chose la que je vie pense. d'un juste. Hein. Il y a Moi plus je de pense justice. surtout que c'est le technicien qui s'est dit tiens, je mets ma petite gratte ici pour la prochaine fois que je viendrai. Ah ouais, tiens, c'est moi qui étais ici. Ah. Non, parce que moi ça m'a choqué, hein. J'étais vraiment là en train de me dire, mais qui est passé par cet ascenseur avant eux pour écrire ce message? Bah, Kilroy. Technicien. Alors, Ok. encore Ensuite. une autre. L'épisode 4 de The Invasion correspond au 5e anniversaire de la série. Parce que cet épisode est sorti le 23 novembre 1968. C'est beau. Et ouais. Ça fait quand même pas mal de choses qui se passent dans cet épisode. Mais alors que 8 épisodes, c'est beaucoup. Mais d'ailleurs, les 8 épisodes, c'était pendant un temps la deuxième plus longue histoire de Doctor Who après, évidemment, The Dalek Master Plan. Mais qui va être bientôt dépassé, t'inquiète. Largement même. Pendant un temps, ouais, Voilà, pendant mais 3 semaines. c'était comme ça. D'ailleurs, je crois qu'on fera un petit jeu. À chaque fois qu'on va dire Dalek Master Plan, on va faire genre un coup de fouet ou une connerie comme ça. D'accord, Ok, ok. Tu sais parfait. qu'on n'est pas obligé d'être dépendant à ce point-là, on peut se donner des coups de fouet sans raison, hein. Arrêtez de chercher des raisons pour vous donner des coups de fouet. Voilà, merci. Et donc, une petite dernière chose, c'est que cet épisode, à la base, quand il avait été écrit, s'appelait Return of the Cybermen.
Et finalement, les scénaristes se sont dit on va changer ça et on va mettre juste The Invasion, comme ça on garde l'apparition des Cybermen secrets. Et surtout qu'on les voit que dans le 3e épisode, donc ça serait un peu con en fait. Alors on a quand même toute la intrigue pendant 2 épisodes de se dire mais est-ce que c'est Vaughn le grand méchant je crois qu'ils apparaissent que dans Attends, c'est pas dans la dernière scène du 3e en plus Si, c'est quand ils se font réveiller, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est quand même pas mal de temps, hein. C'est quand même 3 semaines en temps de diffusion, donc... Ouais, bah, du coup, pendant 3 semaines, les gens, ils étaient là, hypés, en se disant « Oh, c'est qui le méchant? C'est les Daleks ?» Ouais, mais tant mieux, parce que s'ils avaient appelé ça les invasions des Cybermen, ça serait vite fait chier, quoi. Mais du coup, ils ont gardé ça pour ne pas faire spoiler tout de suite l'intrigue. Sur ce, l'aigle, je peux te repasser la main et le totem de parole sur les paramédias. À ton tour. Et oui, donc du coup, je vais parler des paramédias, du coup, un petit peu deuxième partie de cette grande chronique sur Unit, finalement. Et pour commencer, j'ai décidé de parler d'un sujet qui, ma foi, en fait, est beaucoup moins vaste que ce que je pensais. C'était donc Unit et le second docteur, et Unit avant Invasion, ou tout du moins Unit avant l'ère du troisième docteur. Pour faire court, ces deux sujets-là ne sont pas des sujets très explorés dans l'univers, déjà parce qu'apparemment on considère que le second docteur n'a vraiment pas beaucoup rencontré Unit avant de devenir le troisième docteur, si on nommait The Invasion. Mais personnellement, je pense qu'une ou deux histoires supplémentaires ne créeraient pas spécialement de désordre dans une certaine continuité en fait. Surtout que plus tard, on a encore des rencontres avec le brigadier et le second docteur dans la série, et puis ils ont l'air d'être de très 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 grands amis. Enfin, ils ont l'air de bien se kiffer, donc je sais pas, moi ça m'étonnerait pas forcément d'avoir au moins 2-3 épisodes en plus, 2-3 histoires, 2-3 récits en fait supplémentaires. Et là on a tout de même là où on a tout de même pas mal de matière, c'est sur le passé du brigadier. Et même là, ces rencontres avec le second docteur se font rares, même si on peut noter Fear of the Web. Donc c'est la deuxième... Le problème, c'est que c'est surtout entre Web of Fear et celui-là, t'as suivi le docteur en permanence. Oui. Il y a difficilement moyen d'introduire des histoires entre ces deux histoires-là, en fait. Non, mais tu peux en mettre entre Invasion et The War Games. De toute manière, ils ont bien mis... Enfin bref, ça j'en parlerai plus tard, j'en parlerai pendant le podcast sur The War Games, mais ils ont bien mis des dizaines d'aventures au second docteur après The War Games, donc bon, pourquoi pas. Bref, donc du coup, on peut noter Fear of the Web. Donc c'est une nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle, c'est un roman. C'est le deuxième roman de la 6e série sur Lethbridge Stewart, distribué sous la bannière en fait de The Laughing Gnome, le gnome riant, par Candy Jar Books en 2018. Donc c'est très récent, voilà, c'est cool, ça veut dire que peut-être à l'avenir on aura de plus en plus de choses concernant... Enfin, vraiment, Lethbridge Stewart, c'est vraiment sa décennie à lui en ce moment. C'est vraiment super cool. On a vraiment plein de trucs sur lui. Et peut-être qu'ils auront moins peur à l'avenir de faire des histoires sur Unit vraiment en soi. Et peut-être Unit avant que le troisième docteur n'arrive. Ça peut être très intéressant à explorer. Même si techniquement, dans le lore, on considère The Invasion comme la première vraie mission de Unit. Voilà, c'est à savoir. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Il semble que ce soit la suite de Web of Fear, reprenant la grande intelligence comme méchant, avec comme personnages principaux Anne Travers, je suppose que vous vous souvenez qui c'est, et le brigadier. Le second docteur est crédité, mais vraiment vers la fin, donc je pense qu'il doit faire qu'une toute petite apparition. Mais si ça se trouve, c'est de l'ordre du flashback en plus, hein, donc bon, bref. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours y jeter un œil. Et il me semble que dans Web of Fear, on peut voir le brigadier essayer de fonder auprès des Nations Unies Unit, donc c'est-à-dire un groupe qui permettrait de faire tout ce que fait Unit en somme, et c'est un peu plus tard que les Nations Unies vont donc créer ce bureau qui a le droit d'enquêter et d'intervenir quand ça parle extraterrestre, et au passage, placer le brigadier à la tête du département britannique, parce que si vous ne savez pas, oui, Unit c'est quelque chose d'international, et le brigadier, finalement, il est qu'à la tête du secteur britannique. Donc techniquement, oui, il y a un Unit en France, je sais pas qui le gère, certainement pas De Gaulle, puisqu'il était président à l'époque. Mais voilà. Concernant le passé d'Unit en lui-même, même détaché du second docteur, et ben là aussi, étrangement, les récits se font rares. Pas d'audio, pour commencer. Les seuls audios que j'ai pu trouver traitant d'Unit, il y en a pas mal, hein, mais sont produits chez Big Finish et se situent souvent bien après cette période-là. Donc, pas d'audio dans cette catégorie. Comics, pareillement. De toute manière, il n'y a, à ma connaissance, aucune série de comics qui traite exclusivement d'Unit.
Mais on a quand même un bouquin qui a l'originalité de se situer entre 1969 et 1971, avec un unit fraîchement créé. Ça s'appelle Who Killed Kennedy? Qui a tué Kennedy? C'est un livre écrit par David Bishop et publié chez les éditions Virgin Book. Donc certains fans le considèrent comme faisant partie des Virgin's Missing Adventures. Et c'est la première nouvelle à être ce qu'on appelle un Dr. Light. En gros, un Dr. Light, c'est un récit dans lequel le docteur apparaît très peu. Et sa structure ressemble donc un peu à l'épisode Love and Monster de la saison 2, vous vous en souvenez? Love and Monster. Tout à fait. Voilà, donc avec Elton Pop qui veut enquêter sur le docteur. Ou Blink. Enfin, plus ou moins. Ouais, je sais pas. Blink, non, peut-être pas. Mais il y a un peu de ça quand même. Voilà, ça. Et donc, Who Killed Kennedy parle d'un journaliste qui essaie d'enquêter sur le décès de Kennedy et se retrouve peu à peu impliqué dans le monde du docteur, un peu à l'image d'Elton dans Love and Monster. Donc il y a un peu une structure un peu similaire. Et donc cette histoire se déroule sur plusieurs années. C'est vraiment sur une assez longue période de temps, entre 69 et 71. Il y a même une scène qui se passe en 96, je sais pas trop, peut-être que c'est un épilogue. Et il y a des scènes qui se déroulent en 1963, évidemment, puisque ça parle de la mort de Kennedy, je vous rappelle. Et donc, en tout cas, vous pouvez y retrouver Unit, mais vraiment fraîchement créé, peu de temps avant les aventures du troisième Docteur, et même un petit peu en parallèle, puisque aussi ça se passe en 70, 71, et que dans cette histoire, on prend parti que les aventures du troisième Docteur se passent dans les années 70. Voilà. Donc, on est vraiment face à l'histoire parallèle de ce journaliste par rapport à ce qu'on connaît de la série. Pour conclure, je vous ai parlé de deux romans, Fear of the Web et Who Killed Kennedy, le premier dans l'édition Lethbridge Stewart, publié en 2018, donc très facilement trouvable, j'en suis sûr, et Who Killed Kennedy, un petit peu moins facilement trouvable puisque ça vient de Virgin Books, et qui est considéré par les fans comme faisant partie des Virgin Missing Adventures. Et donc c'est tout pour moi, et je vais pouvoir laisser à chacun parler de son avis sur l'histoire. Eh bien, je propose que nous commencions par l'O3. L'O3, qu'as-tu pensé de cet épisode? Trop long. Vraiment trop long. Ok. Pas assez bien rythmé. Vraiment trop long? Ok. Ah ouais, non, j'ai décroché à l'épisode 4, j'en pouvais plus. Par contre, de Abonné Match de Bell, 10 sur 10. Hey. Jusqu'au bout, on va l'entendre celle-là. Je maintiens un 10 sur 10 C'est trop long pour toi aussi? Je maintiens un 10 sur 10 pour The Abandoned Sunlight. Mais il y a quand même quelques scènes que j'ai beaucoup aimées. Donc, le docteur qui joue aux cartes, déjà. Ouf, oui, dire... donc 3 secondes sur 8 épisodes. Ouais, mais le gars, il est entouré par des ennemis. Il fait bon, on fait quoi? Ben, on s'assit, on prend un paquet de cartes et on joue, quoi. Non, mais c'est bien, il faut rire sur les petites choses. Mais oui, mais il y a que ces petits moments que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, comme celui où Zoé, après avoir détruit le répondeur automatique, elle s'assit dans le fauteuil. Je veux dire, le répondeur automatique est en train de brûler, t'as de la fumée partout. Et elle se dit, bah, je vais rester assis dans le fauteuil pour faire genre, ouais, tu vois, je suis trop contente, je l'ai détruit. Et t'as l'autre qui fait, mais Isabelle qui dit, mais il faut y aller. Ah non, attends. Ah ouais. Mais tu vois, il y a plein de choses comme ça. Genre, ok, ça reste Doctor Who, ça reste fun, ça reste les trucs que j'aime bien, c'est ces petits moments-là qui me font vibrer. Mais il y a comme certaines des blagues, certaines des meilleures blagues avec Jamie sont aussi dans cet épisode. Je sais pas si vous vous rappelez du moment où où Jamie dit oh, il faut vraiment être stupide pour pas voir que ce sont des Cybermen, et t'as le Peccadilly qui dit oui, il parlait pour vous. Il y a Jamie qui est un peu interdit, qui dit oui, parce que vous savez ce que c'est qu'un Cyberman. Ah oui, d'accord. Parce que Jamie pensait qu'il avait traité de mec stupide. Mais non, c'est le genre de blague, moi j'aime beaucoup. Oui. Ouais, et puis tout le délire du rôle des femmes, on en a un peu parlé. C'est pour ça que quand j'ai fait le discours tout à l'heure, bah, le gars il arrive même pas à imaginer que ce soit un agent féminin qui ait fait quoi que ce soit, quoi. Il arrive même pas à imaginer que ce soit une femme qui ait détruit la machine. Donc il dit nom de code Zoé, nom de code Docteur. D'accord. Tu vois, au début j'avais pensé à nom de code Isabelle et tout ça, mais c'est parce que dans leur conception du monde ça va pas. Et c'est fun, hein. Du coup, ça reste une bonne histoire, mais elle est quand même très très faible, quoi.
Oui, mais alors attention, hein, pour avoir entendu les critiques de l'épisode de Witchfinders, je veux dire, c'est pas logique que Jacques VI il soit sexiste parce qu'avant c'était une reine. Hein. Attention, hein, je veux dire, en 69, c'est pas possible. Hein. Oui, mais là on est dans les années 70 ou dans les années 80, puisque c'est le concept de Unit, c'est que ça se passe toujours dans les années 70 ou 80 en fait. On est 6 ans après. On est 6 ans après Web of Fear. C'est ça? Oui, en fait, j'en parlerai plus tard, mais et c'est toujours une blague dans les Doctor Who classiques quand le docteur dit j'ai travaillé pour Unit dans les années 70 ou les années 80. Non, je sais plus. c'est une blague dans les nouveaux Doctor Who. Oui, c'est pas une blague dans les classiques, parce que dans les classiques, c'était logique jusqu'à. Bref, j'en parlerai. Mais voilà. D'accord. C'est un débat. On est dans le futur techniquement en fait dans cet épisode. Ouais. Dans le futur du passé présent de l'épisode quand il était diffusé. Je sais pas si j'étais clair. Ouais, t'as oui, c'est extrêmement clair. Mais voilà, à part ça, c'était de l'action. Très très bonne action d'ailleurs, simple mais efficace. Mais voilà, j'ai vite décroché. Quoi. Donc je lui donnerai pas beaucoup à celui-là. C'est-à-dire 5,5 encore chez Jean. 5,5 mais il donne 10 sur 10 à Abominable Snowman et mais 5,5. Et tu sais, je suis prêt à revoir The Abominable Snowman 3 fois s'il faut, mais celui-là... T'avais mis à Web of Fear? Mais il est prêt à voir combien à Web of Fear? 10 aussi, hein. Attends. T'avais mis à 10 à Web of Fear? Ah mais j'adore Web of Fear et The Abominable Snowman, hein. Je peux les passer en boucle pendant des mois, y a pas de problème. C'est déjà un peu maso, il n'a aucun sens. Ok. Bon, donc 5, on a dit 5. Okay. Alors, rappelez-vous que, oui, alors du coup, c'est vrai, je vais ouvrir tout de suite mon Excel, parce que c'est vrai que je tiens les comptes. Et du coup, j'ai créé tout un tas de trucs de moyenne à l'aide de Linkat. Et je vais pouvoir, du coup, sur le podcast imagé, vous donner, en fait, directement des captures d'écran. Incroyable. Incroyable. Mais cet homme est fou, il faut l'arrêter, il va trop loin. Il faut bientôt contrôler le monde. Ok. Link, quel est ton avis sur l'épisode? Pour moi, c'était un très bon épisode quand même avec les Cybermen. On les voit tard apparaître. C'était justement ça. Donc toute la trick sur le fait qu'on ne les voit pas, qu'on se dit c'est quoi cette entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure avec mes anecdotes, c'est qu'on se dit tiens, mais qui est le méchant? Et finalement, on voit le Cyberman sortir de son cocon, on va dire. Et là, tu te dis en fait, oh, mais en fait, ils sont là en fait depuis le début et nous on n'avait pas capté ça. Et ça c'était vraiment... Ce qui est déjà un gros avantage par rapport à l'épisode comme Power of the Dalek où on les voit pas, mais l'épisode s'appelle Power of the Dalek, donc on sait que c'est les Daleks qui vont arriver. Alors que dans celui-ci, t'en sais rien. Là, c'est juste que c'est The Invasion. C'est rien du tout. Un gars qui se fait tuer dès le premier épisode parce qu'il est rentré dans une base chez Electronic International. Truc, oui. Voilà. Il est rentré là, il se fait tuer et tu te demandes mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vachement sombre dès le début, tu te dis mais il se passe un truc quoi. L'action est assez intéressante quand même. Tu veux dire quelque chose? Oui, moi je l'ai vu avec un ami, est-ce que pour revenir sur ce que tu disais, et en effet quand il a vu la machine qui se met à parler avec Vaughn, il me regarde, il fait ah je sais qui c'est, et puis tu sais l'épisode suivant il fait je sais les Daleks, non. Mais tu vois, c'est vrai que ça marche super bien ce que tu disais, et pour l'avoir vu sur quelqu'un qui connaissait pas l'intrigue de l'épisode, ça marche. Mais c'est aussi pour ça que moi j'ai un peu décroché, parce que je savais que c'était les Cybermen. D'accord. C'est un peu dommage de ce point de vue là, mais c'est vrai que si t'achètes le DVD, tu te fais quand même spoiler finalement. Oui, c'est la couverture. C'est la couverture, ouais. Donc c'est bon. Moi j'ai quand même trouvé que c'était un très beau truc, avec une très bonne intrigue. On a évidemment Zoé qui est dans toute sa splendeur avec ses énigmes impossibles. Je crois qu'on va bientôt la surnommer le Sphinx, comme ça. Non, mais surtout qu'à un moment, elle met son habit de combat, tu vois. Elle repasse en mode. Oui, c'est ce qu'on a fait, ce que j'ai remarqué pendant notre visionnage commun avec Claire hier, c'est qu'en fait, elle est habillée d'une certaine manière, et d'un coup, le plan suivant, bam, elle a son costume à paillettes. Et je sais, ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais que moi, jusqu'à maintenant, je me disais, mais je me suis endormi devant. Hein, j'ai sauté le moment où elle se change. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste. Mais il y a 2-3 trucs de montage un peu étranges dans l'avant-dernier épisode aussi. Ah, donc peut-être qu'en fait, j'ai jamais décroché en regardant les épisodes. C'est ce que t'es en train de me dire. Non, c'est juste ce que t'as vu. C'est ça. Non, t'inquiète pas. C'est le moment d'absence. C'est le monteur qui a décroché. Sinon, je suis en négatif. Je dirais que les scénaristes, ils ont un peu fait n'importe quoi avec le personnage d'Isobel, sur le fait qu'on en fasse une petite boniche qui sait rien faire. Mais bon, ça, c'est les années 60, tout est permis. On va dire ça comme ça. Et évidemment la sous-utilisation de Jamie qui se dit tiens je vais aller pioter pendant que tout le monde essaye de sauver le monde chez Unit parce que je ne sais rien faire, je suis juste un petit combattant moi, donc voilà, salut. Ah ouais, mais le pire avec la notion du temps, c'est quand même les 16 minutes
qu'ils ont pour arrêter les missiles, tu vois. Et t'as juste un gros plan sur une horloge, elle passe. Une horloge qui avance. Le cadrage, c'est fini, quoi. Tu fais, mais pourquoi 16 minutes? C'était quoi? Ça fait professionnel de donner un temps comme ça très précis. Moi, j'ai trouvé ça cool quand même. Ah oui, moi j'ai trouvé ça hyper cool, mais en me disant, putain, l'épisode il reste encore 16 minutes, va forcément être en temps réel et tout, au moment de la tension et tout. Et en fait, non, c'est le suivant, et 16 minutes sont passées. Pas du tout. Du coup, tu lui mets combien Alors, comme ma note sera de 8 sur 10. 8 sur 10, Très bien. très bien. Ça fait un petit peu monter la moyenne quand même. Note acceptée. Parfait. Ah ouais, parce que la mienne elle est pas acceptée, c'est ça. Non, toi t'es rejeté, faut pas revenir lundi prochain. Toi t'es viré. Ok, l'aigle. Alors, oui, alors, bien, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, contrairement à certains traîtres. J'ai trouvé cet épisode très imaginatif. Je ne suis pas un traître, je suis un homme libre. Non, pouf, n'importe quoi. C'est pas ce que tu penses. C'est pas ça la référence. J'ai remarqué que c'était un épisode emblématique, donc je note ce fait-là. Je remarque qu'il a déjà des thèmes de l'ère du troisième Docteur, mais dans une sauce second Docteur, ce que j'apprécie largement plus. Les compagnons sont à ce niveau de la série devenus absolument extraordinaires, je veux dire. Les personnages, il y a que une énergie, une électricité. Les personnages secondaires sont quasiment tous bien écrits. J'aime bien le méchant avec ses gimmicks, par exemple. L'histoire est cool. Et dernier point positif, une écriture qui montre des points de féminisme, mais ça me permet de faire un pont sur mon premier point négatif. Une écriture avec des personnages sexistes. Et donc du coup c'est waouh, incroyable. Dis donc, mais ce ne sont pas des personnages sexistes, ce sont des personnages de leur temps. Et non, arrête. Non, c'est vraiment l'écriture en soi, genre la meuf qui est cruche, qui qui parle au mec en se touchant les cheveux, en parlant tout doucement, comme ça. Mais je crois qu'elle le dit elle-même à un moment dans l'épisode, elle veut séduire, quoi. Il me semble qu'elle. Oui, bien sûr, mais c'est. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi elle doit le séduire, tu vois? Pour moi, c'est la future femme du brigadier, hein. Moi je suis d'accord. Son personnage reste con quand même, vraiment. Moi dans mon canon personnel, ça reste la femme du brigadier. Du coup, ça contrecarre clairement les moments où les personnages féminins veulent s'émanciper, faire des choses, voilà. S'émanciper en écrivant sur les murs, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Arrête de prendre des photos et aider tout le monde. Son acte de bravoure dans l'épisode à ce personnage, c'est d'aller dans les égouts. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, ça, je le pointe du doigt, mais je te dis que c'est contrecarré par une écriture con, en fait. C'est-à-dire que les caractéristiques de ce personnage sont cons, tu t'en rends peut-être pas compte, mais elle est vraiment... En fait, je suis persuadé que si une femme avait écrit cet épisode, cette femme n'aurait pas été écrite de cette manière-là, en fait. Vraiment, en fait, c'est ça le truc. Tiens, l'O3, tu pointes le fait qu'elle aille dans les égouts, mais le truc, c'est... Qu'est-ce qui se passe à la fin? Non, mais elle va dans les égouts grâce à ses capacités de photographe, parce qu'elle dit je comprends. C'est moi qui dois prendre la meilleure photo, c'est moi qui suis qualifié là-dedans. Je sais qu'elle. Mais il y a surtout que c'est elle qui a le matériel. En termes scénaristiques, la conclusion, c'est que d'une part, les photos sont de mauvaise qualité, et second point, c'est qu'il y a un mec qui meurt. Donc en gros, le scénariste valide le fait que ce qu'avait dit le brigadier en lui disant de ne pas y aller, en termes scénaristiques, tu vois. Même si ça aurait pu être débouché vers un truc positif, au final, il y a un mec qui est mort pour rien, et en plus, ses photos, on lui dit, tes photos, cocotte, on dirait un peu du Photoshop. Donc en fait, le problème, c'est que, selon moi, c'est même en termes d'écriture, ça valide en fait le fait qu'elle aurait pas dû y aller. Et c'est ça qui est un peu dérangeant pour moi. Même si ça paraît comme un acte de bravoure de notre point de vue de 2019, en termes scénaristiques, finalement, c'est désamorcé par la conclusion qu'en donne le scénariste. Mais ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Voilà. Du coup, je passe très vite sur mon dernier point négatif. Les mecs, c'est le 5e épisode des Cybermen. Juste, on est à peine au 5e épisode, hein. Et ils sont déjà encore plus en train de nous embrouiller sur l'histoire des Cybermen. Ah voilà, ok. On a eu Mondas, d'où le principe de Mondasian Cybermen. On a eu Telos, là ça allait encore. Et maintenant, on est carrément face à la planète 14. Faudrait savoir, du coup... La théorie, c'est que la planète 14, c'est Mondas, c'est Marinus qui est aussi Mondas, parce que de toute façon, d'ailleurs, Mondas est censé être la 10e planète, et du coup, elle serait appelée 14, pourquoi pas, bref. Ils n'ont pas du 4 dans l'histoire, mais il y a un M, hein, ça se tient, M, Mondas, Marinus. Pourquoi pas. Kiff. Donc, à la limite, c'est logique, mais changer de nom tous les 2 épisodes, c'est pas pratique, quoi. Heureusement qu'on a un recon, enfin même plusieurs recons plus tard, pour nous dire que tous ces jolis noms sont en fait une seule planète. Ou celui de Moffat pour dire que de toute façon, que ce soit une seule planète ou non, les Cybermen, il y en a partout. Ah non, mais moi je trouve que cet épisode m'a quand même expliqué 2 épisodes de la New Who auxquels je comprenais strictement rien.
c'est celui avec le bébé où tu as contre les Cybermen, où les Cybermen explosent à cause des bons sentiments, à cause de l'amour. Ah, Tu sais, je l'avais jamais compris cet épisode. Bien vu. Et je viens enfin Bien de le vu. comprendre, tu vois, j'étais là, Pour moi, cet épisode-là, avec le bébé, c'était un des plus pourris épisodes de la New, parce que je comprenais rien. Ah ouais. Et en fait, il est expliqué Mais dans c'était cet toi épisode-là. qui étais idiot. Non, mais en fait, quel il est expliqué dans épisode cet épisode-là. Les sentiments font exploser les Cybermen parce qu'ils les ont supprimés, et que du coup, s'ils les ressentent de nouveau, ben, ils font boum. Et D'accord. la femme robot, là, dans l'épisode de Noël de David, Oui. de RTD, où tu as le robot géant qui attaque Londres dans les années 1900. The Next Doctor. Ouais, c'est ça. Et t'as une femme qui est à moitié Cyberman, qui est à moitié cybermanisée, qui a toujours, qui a le côté robot, mais qui a gardé son esprit d'humain. Et je me souviens qu'en regardant l'épisode, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Un Cyberman, normalement, ça va toujours jusqu'au bout. Et là, t'as l'explication avec Vaughn, en fait. C'est quand tu passes un deal avec les Cybermen, tu peux leur demander de te laisser ton esprit d'humain et de juste upgrader ton corps, quoi. Alors du coup, là, il y a une question intéressante parce que moi, Vaughn, c'est pas clair. On sait que c'est un homme qui a été modifié, il le dit. Il dit qu'il n'est pas 100% humain. Mais moi, je ne suis pas persuadé qu'il ait été modifié par les Cybermen. Si. Je- C'est le deal qu'il a passé C'est avec sûr eux. parce que... Il a été upgradé, D'accord. c'est pour ça qu'on lui tire dessus, il y a des parties mécaniques et cybernétiques, en fait. Oui, bien sûr, mais moi, je me dis qu'il aurait pu le faire lui-même, en fait, et que ce soit indépendant des Mais Cybermen. du coup, il a Attends, on pas parle quand mal même fait d'un l'histoire. homme... Attends, Vaughn, on parle quand même d'un homme qui a le même bureau partout. C'est-à-dire, dans tous ses bâtiments, Oui. il a mis le même bureau pour lui, avec les mêmes plantes, tombe les bien, mêmes quand tâches sur le tableau, les mêmes tâches sur le bureau et tout. Non, Écoute, tu vas Gars, pas payer il parle- deux fois un architecte pour faire le même travail. Bah si, apparemment. bah non, tu Ok. payes qu'une fois Non, l'architecte. c'est bien vu, le le constructeur rapport que avec tu les payes épisodes. deux fois, Bien le vu. pauvre. L'architecte, il fait les plans une fois et c'est tout. Il va pas faire les plans deux fois pour la même chose. Et du coup, à votre avis, Vaughn, il est mort plus, ou pas c'est- à la fin de l'épisode? Oui, Oui, il est oui. mort. Parce que Il pend sur la balustrade. Oui, donc, mais bon, là... Mais du coup, Nopo, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Ah, t'as fini, toi? T'as donné ta note? Non. Ah, j'ai pas donné ma note. Alors, je mets à cet épisode un 9 sur 10. Pas Et mal. toi aussi, donne-nous ton avis. Qu'est-ce qui a tué Vaughn dans l'épisode? Les bons sentiments. Non, c'est le Cyberman. Surtout que ça sert à rien, sa mort est totalement inutile également. Bon. Mon avis sur l'épisode? Mhm. Ou tu voulais avoir l'avis de l'aigle sur la mort de Vaughn d'abord? Bah oui, ça m'intéresse. Vas-y, l'aigle, ton avis sur la mort de Vaughn, en quelques mots. Qu'est-ce qui a tué Vaughn à ton avis? Parce que je pense que moi, il est juste mort de vieillesse. Hein. Il en avait marre. Moi, je sais pas, je me demande si c'est... À un moment, je me suis demandé si c'était pas une fin logique pour le personnage, limite... comme si, en fait, il s'était un peu suicidé parce que son plan de vie avait échoué, en fait. Je saurais pas trop dire, mais c'est un petit peu comme ce que je De toute l'avais façon, vu. les méchants, quel méchant survit dans Doctor Who? Il n'y en a pas beaucoup, hein, de tête. Ah bah, il y a tous ceux qui reviennent. Oui, d'accord. Puis, Les grands, quand même, les il grands, faut avouer que grands cette méchants. histoire, elle fait assez finale pour les Cybermen. Parce que là, maintenant, on a un canon, un sentiment qu'on réutilisera plus jamais, quoi. Ah, je suis... Le cérébraton. Bah, d'autant plus final pour les Cybermen qu'on ne reverra pas les Cybermen avant plein d'années. Puisque, comme je l'ai dit, le producteur suivant n'aimait pas vraiment les Cybermen et du coup, il les a pas fait revenir. Ben, je trouve que c'est une bonne chose parce que j'aime bien la façon dont il termine dans cet épisode. Oui, parce que là, t'as une arme Je ultime comprends. pour te défendre contre eux. Donc, le fait qu'il pose encore problème dans Mais la, dans oui, la sauf nou- qu'elle dans la New, est et détruite puis, à la quoi. fin de l'épisode. Non. Ouais, elle aurait pu être refaite. Oui, ça pourrait se tenir. Ouais. Ok, bon, je vais donner mon avis sur l'épisode quand même, Mhm. pour pas qu'on diverge trop. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cet épisode, c'est que j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est un épisode qui conclut cette trilogie qui a été débutée par Abominable Snowman et qui continue par Web of Fear. On a ce lien, en fait, ces choses qui se tissent et qui s'accumulent. Donc, on commence avec Abominable Snowman, avec le professeur... dont Travis. j'ai oublié le nom. Travis, Traverse. Travis. qu'on retrouve, qui fait le pont avec Web of Fear, dans lequel on découvre le brigadier. Et puis, dans cet épisode de The Invasion, on n'a plus Travis, mais on a Watkins qui, du coup, a remplacé Travis, mais on garde le brigadier. Et donc, j'ai le sentiment que c'est vraiment... Ces trois histoires, c'est vraiment... Elles fonctionnent, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Et il y a assez peu d'histoires, en fait, au préalable, j'ai essayé de réfléchir, qui fonctionnent vraiment comme ça, en fait. On revoit des personnages, on dit, ah bah oui, c'était le mec que j'avais vu dans cette histoire-là, machin. Non, mais au final, dans Doctor Même Who, les il y a- personnages eux-mêmes. dans Doctor Who, il y a très peu de construction d'univers. T'as très peu. Alors que là, justement, ces épisodes-là, ils fonctionnent vraiment. Oui, mais c'est l'exception sur les en 150 synergie, épisodes, quoi. tu vois. Il y a peut-être Peladon aussi qui est comme ça dans les classiques où tu as une planète où on Non, revient mais même, plusieurs fois. à la rigueur, tu pourrais dire que tous les épisodes Unit sont comme ça, mais là, c'est la première fois que
depuis le début de la série, en fait, où tu as vraiment cette construction où tu t'es récompensé par rapport au fait d'avoir vu la série au préalable. Ah non, je pense que le premier exemple, c'est de Monk, juste avant. Pour moi, le premier exemple de ça, c'est de Monk avec le premier Docteur. Ouais, t'as raison, mais on le voit, il est dans un épisode de Dalek Masterplan, c'est ça? Ouais, et il est dans un épisode tout seul, et puis donc il forme déjà une duologie. Hein. Donc, le deuxième point que je voulais aborder, le point positif, c'est que Vaughn est un méchant mémorable. J'ai vraiment adoré ce mec, je trouve qu'il se tient, il a une logique, et en plus il a vraiment la tête de l'emploi. Et il a un Packer, plan lui, aussi. il a un plan. Ouais. Packer, lui, c'est un abruti mémorable. J'aime beaucoup ce mec. Quelque part, j'ai un peu d'affection quand même pour ce mec qui au final se fait avoir un peu bêtement. L'avantage de cette histoire aussi, c'est que pour moi, tout le plot a du sens. Il y a plein d'histoires de Doctor Who. En fait, quand je l'ai fini, je me dis, j'essaie de le résumer et je me dis, en fait, non, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Je vois l'enchaînement des choses, mais pour moi, il n'y a pas de sens global. Alors que là, en fait, tout se tient. Pour moi, c'est le gros avantage. Jamie est excellent dans cet épisode. En termes de production, les épisodes animés sont plutôt bien faits, on reconnaît très bien les personnages, on voit qu'ils ont fait de l'économie sur les moyens, sur certains plans quand il y a juste la bouche et les yeux qui bougent, mais d'un autre côté on a certains passages qui font un peu rotoscopiques, où les personnages font des mouvements c'est assez étonnant, qui fonctionnent assez bien. Un des avantages aussi de cet épisode, et ça c'est assez rare pour le noter, ce qui est justement un des gros défauts pour moi dans Web of Fear, c'est que l'équipe est très bien gérée, c'est-à-dire que on a d'un côté le docteur et Jamie qui part d'un côté, Zoé qui va avec Isobel quelque part, il y a un sens en fait dans la dynamique de groupe, ils vont se retrouver, etc., ils ont chacun un rôle, tout ça fonctionne assez bien. Et ça c'est un peu le piège en fait, même dans les dernières saisons actuelles de Doctor Who. Non mais retenez-moi, il a dit du mal de Web of Fear. Non. C'est une tu sais, moi j'ai appris à passer au-dessus. Et le dernier point positif que je voulais mentionner, c'est quelque chose qu'a mentionné justement Link tout à l'heure, c'est le côté très sombre. Le premier épisode, quand le mec se fait abattre, quand le mec dit ouais bah vous m'arrêtez, qu'est-ce que vous pouvez me faire, hein, vous pouvez m'emmener à la police, mais vous n'avez pas autorité, et là les mecs l'abattent, tu vois. C'est glauque. Okay. D'ailleurs on dira jamais si on a retrouvé le corps de ce soldat en fait. Du pauvre type. Ouais, à un moment il y a bien le brigadier qui dit on a un homme infiltré, mais il n'a pas encore donné de nouvelles, mais on sait jamais s'ils ont retrouvé le corps. Personne s'inquiète. Ok, et en termes de points négatifs, donc on a mentionné Isobel qui est un peu mal écrite, mais aussi parfois un peu agaçante dans son jeu. La mythologie des Cybermen qui se complexifie encore plus. Moi j'ai abandonné, alors que pourtant c'est que la 5e fois qu'on les voit. Et le fait que 8 épisodes, c'est quand même beaucoup. Même si ce sont 8 bons épisodes, on a quand même... Je trouvais qu'ils ont été bien gérés. Mais bon, je pense que l'exemple le plus magnifique de superbe gestion du temps pour un grand nombre d'épisodes, ça reste de Wargames, mais c'est à venir. Ouais. Mais si je peux juste revenir sur ce que tu dis avec les 8 épisodes, en faisant mes recherches, ils disaient qu'à la base, ils voulaient le faire en 6 épisodes, mais qu'ils n'ont pas réussi à mettre toute l'intrigue en 6, tellement ils avaient à dire et à faire... Et ça prouve bien que finalement c'est pas du remplissage. Hein. Non, mais comme disait Nopo, c'est une histoire qui est extrêmement bien construite avec tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Tous les petits détails, je veux dire, t'as le brigadier qui va voir son chef pour aller lui demander voilà, on se fait attaquer par des Cybermen, on doit faire quelque chose. Ça sert à rien, mais c'est là juste pour combler l'univers, quoi. Il y a beaucoup d'allers-retours comme ça, le docteur qui va une fois chez Vaughn, qui revient, qui repart, qui revient après en kayak. Mais c'est nécessaire. Je sais pas vous, mais moi j'aurais bien un système un peu comme ça dans la nouvelle série de revenir sur des épisodes qui s'y visent pas forcément les épisodes d'une demi-heure. Des épisodes d'une demi-heure ça peut être pas mal, hein, mais des épisodes de 50 minutes, mais avoir au moins des arcs narratifs qui se découpent en épisodes, quoi. Mais avoir un peu le retour de ça. Pour moi, la meilleure histoire de Doctor Who, des nouveaux Doctor Who, c'est probablement Torchwood saison 3, tu sais, Children of the Earth, qui est quand même un épisode en 5 parties de 50 minutes et qui est vraiment exceptionnel en fait. Ouais. Et, oui, Torchwood, pas Doctor Who, d'accord. Non, pas de Doctor Who, mais vraiment Torchwood saison 3, Children of the Earth, qui est une mini-série en 5 épisodes, qui se déroule sur 5 jours, chaque épisode un jour. C'est puissant en fait. C'est incroyable ça. Et c'est dommage qu'il ne l'ait jamais refait dans les New Who, faire quelque chose d'aussi construit. Non, mais par contre, on a eu le droit à des sortes de triptyques, heureusement, des trilogies, par exemple en saison 3 avec le retour du maître, ou les Monks dans la saison 10. Là, tu regardes la dernière. Non, The Monk, c'est pas une trilogie.
À la base, ça devait être 3 histoires séparées avec 3 extraterrestres Ce différents. sont 3 histoires séparées, mais c'est une sorte de trilogie. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. En termes de production, c'est 3 histoires séparées, mais c'est une trilogie. Puisque c'est vraiment... On diverge pas un peu trop là, les enfants? Oui, Oui, on verge. Ok, je donne ma note. Désolé de vous interrompre. Donc moi, je mettrais un petit 8 sur 10, ce qui fait que... Tu as pas dit 9 si je sur 10 calcule- hier? Non, je reste sur mon 8 sur 10 finalement. Non, il a repris un peu de bon sens. Laisse-lui encore 3 jours. de sens. Toi, doucement, tu vas finir virer. Donc du coup, ça donne une moyenne de 7,5 si j'ai bien calculé. Oui, épisode. tout à fait. Pile poil 7,5. Et ça place cet épisode à la 6ème position de nos épisodes préférés. De tous les temps? Non, peut-être c'est-à-dire des que deux saisons, en fait. depuis Tomb of the Cybermen, j'ai un classement Ah, de ok, depuis position. Tomb of the Cybermen. Ouais, Ok. et sache que si tu l'avais mis 9 sur 10, ça l'aurait placé à la 4ème position. Tant mieux. Est-ce qu'on peut faire un classe... Il y a combien d'épisodes quels sont les 5 épisodes qui précèdent cet épisode? Est-ce que tu peux nous faire la liste? Alors, En commençant par le premier. par le number 1, le meilleur. Mais number one, c'est Enemy of the World, j'imagine? Non, c'était Non, le Wolf Fear. number 1, c'est The Mind Robber. Ah bon? Celui D'accord. qu'on a élu numéro 1, oui, parce que c'est la moyenne de notes, évidemment. Celui Oui, bien sûr. Mais je qu'on a pensais que- élu ouais, numéro 1 de nos épisodes préférés, c'est The Mind Robber. Je rappelle quand même qu'il y a Ok. eu un 9 sur 10 de la part de Nopoman et de moi, un 10 sur 10 de la part de l'O3, un 8 sur 10 de la part de Linkat et un 9 sur 10 de la part de Dark Jacket. Oui, parce que D'accord, en plus, cet épisode se paye le luxe d'être le premier, mais en plus avec 5 valeurs, alors que la plupart des autres ont 4 valeurs. D'accord. Ouais, ce qui compte, Le c'est deux- valeur. Le deuxième épisode, c'est effectivement The Enemy of the World. Ok. Le troisième... Donc 9 sur 10. On va pas faire la note de tous les notes de D'accord, chacun. ok, très bien. pour- Le troisième, c'est Web of Fear, effectivement. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je Ok. l'aime beaucoup, Web of Fear, mec, il faut arrêter, il est très très bien. On peut juste retirer ma note pour Web of Fear. Tu lui as mis 5 sur 10. Je lui ai le mis mérite. 9 Ok, et demi. quatrième. Je lui ai mis 9 et demi. Le 3 lui a mis 10 et Dark Jacket lui avait mis 7. Tu vois, c'est toi qui est vraiment... C'est toi le monstre. on savait. Ouais, c'est ça. Quatrième, alors il y en a deux Quatrième. qui arrivent quatrième à la même position en fait. Quatrième, on a à la même position de Tomb de Cybermen et de Dominators. Voilà, Ok, donc ça veut dire que c'est le étonnant, quatrième ok. et cinquième voilà, qui sont à la même position. Juste, est-ce que tu as vu The Dominators, Linkat? Non. D'accord. Parce que Voilà. le truc, c'est Bon. que en fait, il n'y a que 3 valeurs. C'est le seul à n'avoir que 3 valeurs. Donc si tu m'avais donné une note, on aurait peut-être pu départager ces deux trucs. Tu ne sers vraiment à rien, Linkat, tu es viré. Ben voilà, moi j'ai toujours dit, de toute façon. La j'ai prochaine toujours fois. dit. Mais si tu veux, pour le prochain Weeblycast, je peux regarder le truc et Et tu nous feras une petite chronique. voilà, je vous ferai sur une petite Dominators. chronique, une petite cacahuète comme ça en disant ouais tiens, Ouais, moi on j'ai vu verra les cet rattrapages de épisode-là, lui. je suis avec 3 mois de retard sur vous, mais c'est pas grave. C'est le voyage dans le temps, tout ça. Voilà. Voilà. Ok, Magie du montage. allez. Ah, on et va juste s'arrêter là. pour la petite Oui. blague, élu pire épisode de Doctor Who depuis Tomb of the Cybermen, c'est Fury from the Deep. Oh, Je lui avais mis il le mérite 3 pas. sur 10. Il le mérite. L'O3 et Linkat 5 sur 10, et toi tu lui avais mis 6 sur 10. Voilà. Il le mérite pas. Depuis ce jour, moi j'ai peur d'aller allez. prendre mon bas avec des bulles en tout cas. Avec des algues surtout, Ah c'est oui, évité. Alors, allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un épisode assez conséquent, Exact. mine de rien. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, sur Facebook et sur notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces verts, des étoiles sur iTunes et des commentaires et vous empêcherez peut-être l'invasion. On se retrouve pour le prochain épisode du Weeblycast et en attendant, n'oubliez pas... And if I survive, what future have I, Doctor? What will the world do with me? Oh, for heaven's sake, stop thinking about yourself. Think of the millions of people on Earth who are about to die. Appealing to my better nature. No. If I help you, it'll be because I hate them. The Cybermen, my allies. You think I'm mad? That all I want is power for its own sake? No, I have to have power. The world is weak, vulnerable, a mess of uncoordinated and impossible ideals. It needs a strong man, a single mind, a leader. Vaughn, will you listen? Right. I'll help you to destroy them because I hate them. They destroy my dreams.